Bienvenue tout le monde, vous êtes en compagnie de Marc-André Cyr à l'animation de cette nouvelle balado, La mémoire des vaincus. L'objectif de notre balado, c'est de vous faire découvrir des pans de lutte sociale et politique du Québec. Des luttes ignorées ou oubliées, l'histoire d'hommes et de femmes généralement peu connues, qui ont tenté de mettre de l'avant des idées différentes, des idées radicales, des combats d'ici, des combats universels, pour transformer la société. Dans ce premier épisode, on vous parle aujourd'hui du journal Rebelle. Publié de 89 à 2001 par un collectif portant le joli nom de Socialisme et Liberté, Rebelle est malheureusement un peu oublié aujourd'hui. Il a pourtant marqué une génération entière de militantes et de militants socialistes et anarchistes québécois. Rebelle, c'est 53 numéros qui mettent de l'avant les luttes sociales et politiques d'ici. 53 numéros qui traitent de socialisme, de féminisme, d'environnementalisme et d'indépendance du Québec. Le tout sans dogmatisme, sans langue de bois. Et en alliant recherche, critique et présence sur le terrain. Dès son premier numéro, le journal dit rejeter à la fois le socialisme autoritaire des marxistes-léninistes et l'anarchisme fossilisé, qui considère trop individualiste. On veut donc créer un journal rassembleur. Contre le dogmatisme, Rebelle refuse de se laisser enfermer à l'intérieur d'une étiquette trop idéologique. Ce qui met de l'avant, c'est l'importance des mouvements sociaux, des luttes, auxquelles il tente en toute humilité de donner une voix. Lire Rebelle, c'est ainsi avoir accès au récit des luttes québécoises pendant 2 décennies. La crise d'Oka, l'affaire Chantal Daigle, le mouvement anti-nucléaire, le référendum sur la souveraineté du Québec. Les Rebelles, c'est aussi avoir accès aux nouvelles internationales, au mouvement sandiniste, au mouvement de libération palestinien et à la chute du mur de Berlin. Ce journal est écrit par des jeunes révolutionnaires qui cherchent, écrivent et mettent en page un journal de manière tout à fait bénévole. Mais Rebelle, c'était avant tout une bande d'amis. Richard, Mario, Marc-André, Louise, Jean-Claude et Christian, qui ont bien voulu nous rencontrer. Richard Saint-Pierre, qui est encore à ce jour militant communiste, nous explique le contexte social et politique qui a vu naître Socialisme et Liberté, ce collectif qui va bientôt donner naissance au journal Rebelle. On arrivait d'échecs, OK? On arrivait dans l'échec de l'explosion des mouvements sociaux qui suivent la première défaite d'un front commun, la première vraie défaite d'un front commun, qui est celui de 81-82. Okay? On peut dire que 72 a été un échec au moment, tu sais, ça a été terrible, 72 et le reste, mais 72 n'a pas découragé, à part cette île, 72 n'a pas découragé les gens. La défaite de 82 a découragé les gens. En 82 aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait un des mouvements, disons, il y a toutes sortes de noms pour ce mouvement-là, mais au Québec, on employait le mouvement marxiste-léniniste, qui éclate en 1982, en même temps qu'on parle le Front commun. OK? Et ça a un effet incroyablement démobilisant. On part de manifestations du 1er mai de 30-35 000 personnes à des 1er mai de 1005, 2000 personnes à Montréal. Là, okay? Il y a du monde qu'on n'a jamais revu. Et bon, et à travers ça, il y a une chose qui nous donne un peu de raison d'espérer, c'est la fondation du regroupement autonome des jeunes suite au sommet de la jeunesse. Et donc, on est en 84 que l'ONU vient de nommer l'année internationale de la jeunesse. On a eu l'année internationale de la femme, on allait avoir d'autres années internationales. C'est toute la période des années internationales, OK? À quelque part, on se considère comme des révolutionnaires, puis le mouvement révolutionnaire au Québec, il n'a jamais été plat de main. Ça ne levait pas à Montréal. Le rage était en crise à Montréal, puis il était en crise à Québec. Parce que à Québec et à Montréal, tu avais tous les groupes d'extrême gauche qui se retrouvaient là, puis la chicane t'a pogné. Les assemblées générales du rage à Montréal, ils appelaient ça le zoo. Okay? Ils m'ont fait venir à une couple de reprises pour animer des réunions parce qu'ils pensaient que j'arriverais à contrôler le monde. Il y avait des batailles dans la salle, okay? entre factions. Anarchistes purs,
anarchiste un peu moins pur, comme Brouillard, mettons, avec un peu de marxisme. Puis évidemment, les futurs maoïstes, Action socialiste, gauche socialiste, qui tant qu'à moi, c'est les plus coulevreux des trotskistes de Montréal à ce moment-là. Socialisme et Liberté est fondé en 1987. Ce sont d'anciens militants du RAGE, le regroupement autonome des jeunes, qui fait beaucoup parler de lui à l'époque. Ce sont des militants de la très sérieuse faction Gomme Ballon et d'anciens étudiants qui fondent ce collectif socialiste et libertaire. Marc-André, Christian et Jean-Claude étaient là dès les premiers moments. 5 personnes, suite à toutes les affaires Fraction Gomme Ballon, les restants du RAGE, 5 personnes se sont mis ensemble et ont commencé à penser à qu'est-ce que ça pourrait être une organisation libertaire au sens déclaré, strict, en rupture avec les ML et les Trots. C'est bon, Charles Saint-Pierre, Christian Brouillard, Pierre Sabourin, Pierre Serré et Alain Cochet, puis j'ai tout le temps pensé qu'il y en avait un 6e, je ne m'en souviens plus, fait qu'il était 5. Entre ces 5-là, je suis sûr, moi aussi. Oui. Fait qu'eux autres, ils ont élaboré le premier coup d'envoi. Ils se sont réunis 3-4 fois. Moi, une fois, j'ai assisté à une réunion parce qu'ils disaient qui on invite. Là, ils ont énuméré chaque nom. Oui, pour, contre. Tu sais, d'autres, on a passé vite, mais il y a du monde, là. Ouais, je sais pas, il est comme ça va être subtil. Finalement, ils ont envoyé l'invitation à je ne sais pas combien de personnes, mais on était combien la première rencontre? Au moins une trentaine. Ah oui, quand même. Au moins une trentaine. Quand même. Avec un axe qui était plutôt libertaire. Tu sais, Christian Brouillard, c'était marxiste libertaire. Il insistait beaucoup là-dessus, dans ses lectures de Marx. Il y en a d'autres qui le rejetaient. Ça allait dans tous les côtés. Là. Mais c'était l'idée aussi d'une organisation plutôt libertaire que... Puis il y avait un truc qui rejoignait aussi tout le monde, c'est autant que faire se peut, pas de dogmatisme. Oui. Ça c'est vraiment... Mais ça, c'est en réaction au ML et au Trots. Oui. On veut être de gauche, on veut être anticapitaliste, on veut être ci, on veut être ça, mais pas dogmatique. Non. Quitte... Puis il y a rebelle, on lit rebelle, puis on dit ah oui, t'as pas de. Tu sais, là, pour du monde qui se dit anticapitaliste, libertaire, machin truc, de prendre position sur l'indépendance du Québec ou sur un conflit qui change pas le monde, mais qui est important pour les travailleurs et les travailleuses qui sont là, mais tu sais, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais tu sais, on prenait position à. Fait que. On voulait être une gauche moins chiante. Louise Boivin, qui a déjà un certain bagage militant, va elle aussi rejoindre le collectif. Donc, je suis là au début, mais je suis pas une des fondatrices parce que moi, j'arrive de la Mauricie, j'arrive du cégep de Trois-Rivières. Bon, j'ai eu un petit intermède de voyage en Europe et tout ça, puis mais donc moi j'arrive, je suis pas d'étudiant un peu, mais tu sais, je viens du mouvement antinucléaire à Montréal, à Trois-Rivières. On se battait contre, tu sais, on voulait une zone libre d'armes nucléaires. Je sais plus parce qu'il y avait la centrale Gentilly. Donc c'était plus, tu sais, j'avais été dans ce bassin-là, puis il y avait pas, bon, sinon il y avait, à Trois-Rivières, c'était différent, quoi. Les groupes, il y avait un groupe albanais, pro-albanais, communiste, qui avait essayé de me recruter, bon, parce que j'écrivais à un journal étudiant, puis j'étais militante, mais je veux dire, bon, ça m'intéressait pas, là. C'était hyper strict, rigide, complètement comme une secte, fait que... Donc, j'arrivais de là, tu sais, puis on avait juste créé un café zone libre, puis on était dans le mouvement antinucléaire, on avait mobilisé contre Reagan. Fait que quand j'étais arrivée, moi, j'avais pas beaucoup d'expérience politique, puis je suis rentrée à l'UQAM en Sciences Po en janvier 87, puis à partir de là, ça a été très vite, à la fois pour l'Amérique... Là, je me suis beaucoup impliquée dans le comité pour l'Amérique centrale, de solidarité avec l'Amérique centrale, pour soutenir les apatistes, la révolution des apatistes. Puis en parallèle, il y a ça qui se crée. Fait que moi, j'arrive et je suis pas... Tu sais, je commence à être politisée. J'ai pas été initiée tellement au marxisme, sauf dans quelques cours au cégep. Fait que c'est ça. Donc, je suis pas du tout... J'ai pas créé du tout socialisme et liberté. Je dirais que j'ai assisté surtout aux rencontres et j'ai surtout, tu sais, comme...
entendu les propos des hommes qui étaient largement majoritaires. Mais moi, je connaissais pas l'histoire qui avait précédé. Eux autres, ils avaient été dans le Raj. Moi, j'étais plus jeune. D'ailleurs, j'ai retrouvé des documents du Raj parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce que c'était. Et il y avait beaucoup de femmes dans le Raj avec qui je suis devenue amie. Et qui n'étaient pas dans les SL. Et moi, je me suis pas posé la question, je les connaissais pas encore, je les ai connues plus tard. Donc, les femmes dans les SL, c'était, en tout cas, je pense pour la plupart, c'était pas des femmes qui avaient été dans le Raj. Les femmes qui avaient été dans le Raj, je pense qu'ils n'ont pas voulu continuer. Donc, moi, j'arrivais comme jeune pas juste jeune, mais je veux dire, outsider, tu sais, je venais de l'extérieur. Fait que... Socialisme et Liberté organise des conférences, participe aux manifs progressistes et passe même à l'action directe. Le collectif va organiser en 87 un contingent libertaire lors du 1er mai, une première dans l'histoire récente de l'anarchisme au Québec. Pour souligner l'événement, Socialisme et Liberté va même commettre ses premiers faits d'armes en journalisme en publiant dans les pages du Devoir une lettre ouverte à la fois critique et solidaire du mouvement syndical québécois. Extrait. Au 1er mai, nous serons bien une centaine à nous rajouter à la manifestation de l'intersyndicale. Mais nous ne participerons pas à toutes vos activités. Nous ne ferons pas non plus tout le trajet avec vous. Cette centaine de personnes, ce sera le collectif Socialisme et Liberté, auquel se joindront nombre de militants de groupes populaires, de mouvements jeunes, étudiants, féministes, écologistes et pacifistes, des travailleurs, des personnes âgées dont la vie fut une résistance continuelle à l'oppression et à l'obscurantisme organisés par l'État et l'Église. Oui, nous marcherons avec vous, mais nous ne passerons pas la journée ensemble. Nous avons décidé, à un endroit précis de la manifestation, de nous séparer de l'intersyndicale et de poursuivre notre propre marche. Nous sommes tannés, et pour plusieurs déçus de votre bureaucratie, de votre facilité à oublier rapidement des enjeux sociaux importants, de votre complaisance à l'égard des classes dominantes, des gouvernements et des patrons. Après 2 ans d'activité, Socialisme et Liberté organise une rencontre réunissant des sympathisants marxistes, anarchistes et féministes. Selon une groupe rassemblée, ce qui manque au Québec, c'est un journal. Un journal de combat qui sera au départ accompagné d'actions directes. C'est qu'on fait une espèce de colloque. À ma surprise, il vient presque 100 personnes, appelées par Socialisme et Liberté. Rebelle n'existe toujours, même pas un nom encore, OK? Et puis là, on met les affaires sur la table, puis on décide finalement que... je me souviens plus si on dissout Socialisme et Liberté à ce moment-là, ou si juste ça s'essouffle graduellement, puis ça devient autre chose de plus grand. Mais toutes les énergies vont vers la fondation de ce qui allait s'appeler Rebelle. OK? Il faut juste partir l'affaire. Puis moi, j'avais mon idée quand même qu'on sortirait un journal par mois, mais j'ai toujours souffert de mon activisme. On accompagnerait ça par une action par mois, logement, femmes, etc., qui serait le thème du mensuel. On accompagnerait ça d'un coup d'éclat quelque part dans Montréal. Et si possible, à Québec et en Abitibi. On en a fait 2-3. OK. Bon, en tout cas, ça se perd, mais c'était dans les intentions du départ, en tout cas, c'était dans les miennes. Et donc, finalement, on est rendu à partir l'affaire, tu sais. Mario, qui a participé à l'ensemble de l'expérience de Rebelle et qui est maintenant travailleur communautaire, nous explique que ce nouveau projet, celui de Rebelle, convient bien au refus du dogmatisme caractéristique du groupe. Puis au fond, ce qui est arrivé, c'est que l'entité Socialiste et Liberté a arrêté d'être fonctionnelle. Je ne sais même pas si on s'est dissous officiellement ou pas. J'en ai aucune idée. Ça n'a pas tellement d'importance. Rendu là. Mais l'entité Rebelle, elle, par contre, elle a continué. Donc, au fond, le monde sont pitchés dans un autre projet. On a fini par se pitcher
dans un projet différent, puis qui demandait une cohérence politique beaucoup moins forte, puis qui n'avait pas d'exigence théorique très élevée non plus. C'est un journal. On s'imagine qu'il y a une espèce de mouvement social anarchoïde, libertaroïde, je sais pas c'est quoi, mais qu'il y a du monde en tout cas. Puis on le voyait dans les quelques manifs ou activités faites par Socialistes et Liberté, tu avais quand même beaucoup plus de monde que le collectif qui venait. Mm-hmm. Puis toutes sortes de monde intéressant. Puis quand on a lancé Rebelle, on a ouvert l'idée à tout le monde qu'on connaissait, puis beaucoup de monde sont venus. Okay? Puis c'était pas forcément le monde qui était de Socialistes et Liberté, puis on voulait pas que ça soit le journal d'une organisation. On voulait que ça soit un lieu de convergence, divergence, je sais pas, mais de convergence. Donc la mouvance. On appelait ça la mouvance à l'époque. Ben oui. Au fond, les anciens de l'UQAM. Le monde qui graduait à l'UQAM puis qui savait plus où aller militer. Puis ils n'avaient pas encore vraiment commencé à faire leur vie d'adulte. Richard explique les premiers pas du journal, qui n'est pas sans créer de l'intérêt auprès de personnalités connues de la gauche radicale de l'époque. Dans les 80 ou 100 personnes qui sont au colloque, tu as Pierre Vallière. Moi puis Pierre, on se connaît depuis 60... soit l'automne 72 ou l'hiver 73, OK? Ça fait qu'on a Pierre Vallière. Et puis là, évidemment, c'est un indépendantiste, OK? En tout cas, tout ça pour dire, il vient nous voir et il dit, bon, ben, paraît que vous voulez parler d'indépendance. Je dis, ouais, on veut parler d'indépendance, mais pas juste. Puis moi, par exemple, je ne me considère pas indépendantiste, surtout pas après 82, puis Lucien Bouchard, puis René Lévesque, surtout pas, tu sais. Mais ouais, si tu veux participer, puis si tu as envie d'écrire tes articles sur l'indépendance, c'est une place pour, là. On se voit quand même aussi comme une espèce de lieu de convergence. Ça fait qu'il nous promet un texte sur pourquoi que l'indépendance socialiste du Québec reste pertinent. Ça devait être la une. Et puis, moi, je prends de la bière 2 ou 3 par semaine avec Richard Desjardins. C'est que je dis à Richard, tu nous donnerais-tu une entrevue? Il n'était pas encore célèbre, Richard. Et puis donc, il me dit, oui, pas de problème, Richard, je vais te donner une entrevue. J'ai dit, ça ne sera pas moi, j'ai pas le temps. Je m'occupe de l'infrastructure. Tu vas probablement donner ça à Pierre Serré. Ça va être problème. Il y a une taverne sur Ontario, quasiment au coin d'Amherst. Je vais voir le gars de la taverne parce que c'est une taverne très prolo, OK? Vraiment très prolo, mais grande. Puis je vais le convaincre de nous laisser le local gratuitement parce que je vais remplir la place puis on va tous boire de la bière parce qu'on va être content d'avoir notre journal. Il dit, si tu remplis la place, c'est correct. Vous avez la place, OK? C'est que la place est réservée. La plage chez Payette et Sims est réservée pour l'impression du journal. Tout ça, ça se passe dans à peu près une semaine. C'est probablement CRE qui est en train de travailler comme un communiqué de presse pour annoncer la sortie d'un... Parce qu'on était ambitieux, là. C'est clair que nous autres, on voulait avoir le maximum de lumière possible, OK? Et puis là, il arrive un événement. Il y a un événement qui va faire en sorte que c'est pour ça que, dans le fond, je vais tout oublier, Rebelle. Okay. C'est que Pierre Serré arrive chez nous, sur la rue Saint-Christophe, et puis il me dit, Richard, il dit, c'est grave, il dit, Vallière, il se retire du projet, puis il retire son article, la une, qui était un exposé sur pourquoi l'indépendance socialiste du Québec. J'ai dit, dans une semaine, on sort dans une semaine, on a tout réservé, on va complètement discréditer chez Payette et Sims. Le gars, il va me prendre pour une hostie de cave. T'sais, moi, ça fait juste 6-7 mois là, que je vis à Montréal, là, dans mon quartier. Je ne veux pas passer pour un cave. T'sais. Il dit, ouais, ben c'est triste. Il dit, dans ces conditions. J'ai dit, qu'est-ce qu'il invoque? Il dit, il a lu le journal. Puis il dit, il considère qu'il y a juste 2 articles valables à part le sien. Il dit, c'est ton article, puis mon entrevue avec Desjardins, parce que finalement, c'est Serré qui a fait l'entrevue, qui était les 2 pages centrales, je crois, du journal. Okay? Une longue entrevue avec politique et musicale avec Richard Desjardins.
Ben, j'ai dit, ça veut dire qu'il va falloir qu'on réécrive la une comme à soir ou demain, là, tu sais. Ah, il dit, il va falloir que vous écriviez plus que ça. J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, sans Vallière, c'est pas sérieux. Je retire mon entrevue avec Richard Desjardins. Là, ça se passe dans mon salon. J'appelle probablement Sabourin, mais je peux pas être sûr. Puis peut-être probablement Cochet. Puis ça fait que là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ben, j'ai dit, je vais commencer par... Je pense qu'on peut réécrire la une, mais le retrait de l'entrevue avec Richard, c'est un dur coup. C'est 2 pages, ça, là, dans une semaine, tu sais. Ça affaiblit le contenu. Ça fait que... qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, je vais l'appeler. Il restait sur la rue Baudry. Ça fait que je l'appelle, j'explique la situation. J'ai dit, peux-tu me redonner une entrevue à moi? Ben, il dit, j'ai pas besoin de te redonner une entrevue à toi, Richard. J'ai pas donné l'entrevue à Pierre Serré, moi. J'ai donné l'entrevue au futur Journal Rebelle. C'est que je vais appeler Serré, puis je vais lui dire, c'est pas ton entrevue. C'est mon entrevue au Journal Rebelle. Si toi, tu as changé d'idée entre-temps, fuck that, c'est ton problème. C'est qu'il dit, vous gardez l'entrevue, enlevez juste le nom de Serré partout. C'est ce qu'on a fait. Et puis là, j'ai fait quelque chose que j'ai vraiment honte. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, qui n'étais pas pour l'indépendance du Québec, le texte qui est en page 1, qui est co-signé par 7 ou 8 camarades, c'est moi qui ai écrit ça dans la nuit. Un texte pour l'indépendance socialiste du Québec. Ouais. OK? Je m'en veux tellement, Marc-André, mais pour moi, là, c'est moi, l'ancien catholique, là, qui a gardé un fond catholique, même si je suis athée, là. Moi, je te dis que jusqu'à ce soir-là, je n'étais pas indépendantiste, mais là, je considérais que c'était force majeure. J'avais l'énergie pour le faire. Je connaissais les arguments du monde. Il y avait un graffiti pas loin, juste en face sur un mur blanc, juste en face de ces Schwartz. C'était anglais. Vous avez tué tous les Algonquins. Vous avez exporté, vous avez exilé les Acadiens. Vous avez tué les Canadiens français à travers le Canada. Et puis là, asti, vous voulez finir la job ici au Québec? Calice, non. Ça, c'était le graffiti. Je te dis ça de mémoire, là, mais c'est à peu près ça, tu sais. Mais ça m'achalait quand même ce qui était écrit là-dessus parce que j'étais d'accord avec ça, tu sais. Mm-hmm. En même temps, on pouvait dire la même chose des colonialistes français. Anyway, mais pas grave, OK? C'est que je connaissais les arguments. Et puis j'avais quand même été sympathisant du FLQ pré-72. C'est que j'ai dit, je suis capable d'écrire cet article-là. Ça fait que le monde me crise patience. Sabourin va de son bord, Cochet de son bord, et puis le matin, j'arrive, puis on convoque une réunion, j'ai dit, tiens, votre article sur l'indépendance socialiste du Québec. Mais je ne vais pas le signer tout seul. C'est que là, il y a 7 personnes qui étaient là, qui l'ont co-signé avec moi, puis on a collé ça dans une, puis le journal a été livré comme 2 heures avant le lancement du Christ de journal, où j'ai passé toute la soirée à me faire baver par l'hostie de Palardo qui était complètement sous, mais qui était venu à notre lancement. Mais il était baveux en tabarnak. Anyway. Évidemment, un tel projet anticapitaliste et anti-autoritaire n'est pas sans poser quelques défis au niveau du financement. Là, il y a déjà des doutes. Je ne dirais pas par qui. Richard, tu vas être trop grand, OK? On peut faire un petit cahier, là, avec les associations étudiantes, là. Comment qu'on va financer ça, puis tout le kit, tu sais? C'est que je suis parti sans même un asti de mandat avec Serré. Et puis, lui va de son bord, moi je vais du mien. Puis on revient à la réunion, première réunion, puis on vient de vendre... sous promesse de remettre les sous si jamais ça ne marche pas. Moi, je pense que j'avais vendu 42 ou 43 abonnements, dont 3 de plus que 100$. En argent de 87, c'est pas pire, ça. Okay? Donc, un prof de Concordia que lui avait donné 500$. Okay? Juste là, ça payait le graphiste. Puis, Serré devait être à 35$. Et puis, on arrive avec ça, puis là, on dit, imaginez, là, on est comme 30 alentour de la table. Imaginez si tout le monde s'y met, là. Ce journal-là, ça va être un pet à financer. OK? Il faut juste
partir l'affaire. Jean-Claude, Christian et Marc-André racontent comment le financement du journal est aussi une occasion de faire la fête et de se rassembler entre militants. Pour commencer, il y avait une cotisation qu'on devait faire. Abonnement, après ça, partie de solidarité. Ouais. Chaque numéro, il y avait un lancement. Donc, les abonnés qui venaient chercher leur numéro, c'était ça de moins à dépenser en timbre. Et la bière qu'ils consommaient, on avait toujours soit qu'on le vendait nous autres mêmes dans un endroit, ou dans les bars, on avait une ristourne de 50 cents, une pièce. Puis, quand il manquait 400 pièces, c'est comme, OK, on s'en aussi. Puis, des fois, on demandait à plus large que l'équipe de Rebelles qui veut cotiser. Puis des gens comme François Saillant nous donnaient 50 pièces. Puis lui, il travaillait, il faisait du chômage souvent, là, puis lui, il trouvait ça important, puis d'autres aussi. Fait que, puis notre foi. Les partis de Rebelles, quand même, ça poignait. Il y en a qui ont eu des coups. Ça a bien marché, parce qu'on a mis beaucoup d'efforts. Moi, j'en parle, j'en ai mis beaucoup. Puis c'était organiser un lancement avec de la musique, trouver la salle, l'équipement, monter ça. On a même fait pour 3-4 lancements une émission de radio en même temps. On a essayé de négocier ça avec Radio Centre-Ville ou CDL. Ça a été bien de la job. Mais ça, on voulait avoir un rayonnement. Bon, des fois, le financement n'était pas clair. Hein? Ça nous coûtait quasiment plus cher que ce qu'on avait gagné. Mais il y a eu des affaires, c'était spectaculaire. Mais y avait-tu des artistes de l'époque qui vous appuyaient? Richard Desjardins. Au numéro 2, en tout cas, au début. Parce que Richard Saint-Pierre avait un lien avec Richard Desjardins. Sauf que Desjardins, parce que c'est moi qui devais aller le rencontrer, puis là, il me dit... je veux, sur papier, c'est quoi tes dépenses puis c'est quoi tes revenus projetés. Parce qu'il dit, moi, je me suis déjà fait avoir, puis je vois l'imparti de financement, puis tabarnak, j'ai chanté, entre guillemets, pour rien, parce qu'il n'y a pas eu... Ils ont fait un déficit. T'es là pour du financement, fait que arrange-toi. Fait que moi, j'ai expliqué qu'on prévoyait que ça nous coûterait tant. On a fait Puis ensuite que on pensait avoir tant d'argent de revenus, de recettes pour le show et la bière. Et une semaine après, je le revoyais pour lui montrer noir sur blanc ce qu'on avait fait comme dépenses, comme revenus, puis on a fait genre 1004 piastres de... Ça, c'était... Puis, et ça, lui, il disait... Super. Il dit, c'est ce que je voulais. Puis... On a eu les granules, Jean Doran puis René Lucie. Oui. Ça, c'était un morceau de jazz. On a eu Yannick Rélu. Ça, c'était tout au Café Campus. Les deux, première partie, deuxième partie. Ça passait à la radio. On a eu Anne-Marie Gélina. On l'a connue à l'époque. Après ça, des artistes locaux qu'on veut. On a fait un truc punk. Oui, qui avait été radiodiffusé aussi. Oui, comment il s'appelait Valium. Valium, c'est les précis. Valium, il y avait un band, il a joué là. Okay. Avec un groupe de filles au début. Les Poissons. Non, c'était pas encore les Poissons rouges, en tout cas. Ça aussi, ça a bien marché. Dès son premier éditorial, l'équipe de Rebelles fait part de ses intentions auprès des lecteurs et des lectrices. Extrait. Le journal Rebelle. Du déjà vu? L'équipe ne revendique pas l'invention du bouton à 4 trous. Notre projet s'inscrit dans un courant profond qui tente de secouer l'apathie sociale. Si nous avons des différences avec quelques-unes de ces tentatives passées, elles tiennent surtout à certains modèles qui ont cherché à traduire le projet révolutionnaire et que nous rejetons, le socialisme autoritaire ou encore l'anarchisme fossilisé. Alors que le pouvoir proclame que le rêve est celui du profit et de la démerde individuelle, alors que la génération 68arde s'est convertie à la libre entreprise, ne reste-t-il plus rien de ces mouvements d'espoir et de changement? Nous ne le croyons pas. Au contraire. La traversée du désert fut longue et même pour certains et certaines mortelle. Cependant, une nouvelle génération se lève, ici comme ailleurs, pour reprendre la lutte en vue d'une société libre. Sous le manteau de l'immobilisme et à côté des groupes politiques enfoncés dans leurs querelles de clochers, des gens continuent de lutter dans les groupes populaires, les organismes de solidarité internationale et les syndicats.
C'est à ce nouveau courant de militants que Rebelle s'adresse principalement. C'est avec eux et avec elles que nous espérons élaborer un nouvel espace politique de discussion, un nouveau projet et à la suite faire émerger un vaste mouvement social apte à le concrétiser. Notre projet est basé sur le respect des différences, l'égalité absolue entre les hommes et les femmes, ainsi que le droit tout aussi absolu d'agir selon sa conscience, antimilitariste et internationaliste. Nous visons la construction d'un socialisme libertaire, c'est-à-dire d'un monde libéré de l'oppression, où nous pourrons non plus seulement exister, mais vivre, solidaires de tous les peuples de la Terre, pour la constitution d'une communauté libre, égale et solidaire. Rebelle veut insérer la poursuite de ses objectifs dans le cadre d'une approche large et pluraliste. Nous ne désirons pas être le journal d'une chapelle, mais bien l'outil d'un mouvement. Au fil des années, le journal veut devenir une source d'information, évidemment, mais aussi un outil pour les mouvements sociaux. Quand moi j'ai commencé à m'impliquer dans Rebelle, je me souviens qu'il y a eu quand même certains types de campagnes spécifiques dans lesquelles on a pris position. Quand le sommet de la jeunesse en 2000, on a fait un dossier sur le sommet de la jeunesse de 4-5 pages, là, en tout cas c'était vraiment, puis ce dossier-là, il était comme détachable, puis, ou en tout cas il y avait une partie, on retrouvait, ça, il était diffusé partout, donc les cégeps, par exemple, mobilisaient, puis les universités, certains départements, certains comités départemental. Puis ce dossier-là, c'était on avait analysé le plan d'action jeunesse puis tout ça pour le critiquer, mais tu sais vraiment sur pas juste un jour, parce qu'on faisait souvent du journalisme d'opinion, moi je trouve un peu qui tournait un peu les coins ronds. Mm-hmm. Puis là, c'était plus fouillé. Fait que ça, on a fait un dossier sur l'économie sociale, on a fait un dossier comme ça. Fait que l'idée de dossier, ça a été nouveau dans cette période-là. L'économie sociale, il a circulé avant même qu'on sorte le journal. Il circulait par fax partout au Québec parce que le monde avait besoin d'une analyse critique à ce moment-là. C'était comme l'engouement pour l'économie sociale comme alternative. Oui. Alors que, mais vous étiez critique. On était super critique. On avait fait un dossier, mais on était avec du monde de l'extérieur de Rebelle aussi. Là, il y avait 2 personnes de la clinique de Pointe-Saint-Charles. Puis c'est ça, donc ça, un dossier. Fait que là, pour moi, ces dossiers-là, c'était vraiment un apport spécifique de Rebelle sur le plan de l'analyse politique à des mouvements, à des mobilisations. Donc, il y a eu celui-là. Il y a eu l'économie sociale, il y a eu sommet 2000 de la jeunesse, parce que au sommet de la jeunesse en 2000, ça a brassé les manifs. C'était une des premières manifestations au Québec depuis longtemps où il y avait beaucoup plus de... c'était une manif plus, je disais, confrontante, là, turbulente, avec donc c'était le début, c'était avant 2001. Avant aussi, 2000, il y a eu le sommet du je me souviens plus G quoi, G8, G7, G6, en tout cas, je sais plus. Un G quelque chose, ici à l'hôtel Reine-Élisabeth, je pense, en 2000, puis après ça, il y a eu 2001. Mais à partir du sommet de la jeunesse, il y avait une grosse mobilisation, c'était un rage post qui était à l'origine de la mobilisation du sommet. Fait que ça, l'économie sociale, ça, puis il y en a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben après, je pense que ça a été le sommet, on a fait un post-mortem du sommet de 2001 parce que plusieurs d'entre nous étions impliqués dans l'organisation pas du contre-sommet, mais de la claque des mobilisations. Puis on était en lien donc avec tout le monde. Moi, j'étais plus impliquée encore, là, vraiment dans l'organisation. Fait que là, on a fait un post-mortem, un numéro qui était hyper important sur le plan historique, à mon avis, tu sais, qui témoigne vraiment. Puis peut-être j'en oublie un autre. Mais pour moi, c'est ça, ces 3 séquences-là. C'est pas juste des articles d'opinion, tu sais, c'est vraiment de dire, on essaie de créer des outils d'analyse pour soutenir un mouvement, mais sans se substituer au mouvement. On ne disait pas quoi faire. Oui, je comprends. Tu vois, c'est pas... Oui. Fait que, oui, c'est ça. Le sommet des Amériques, on a fait un post-mortem. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait, à chaque rebelle, dans cette période 2000-2001, là, il y avait comme des... Il y avait une section où on en parlait du sommet, comment ça s'organise, comment ça va se passer. Fait que c'était comme
un rôle un peu différent de rebelle à ce moment-là. C'était plus une intégration, pas une intégration, mais un accompagnement, un soutien à des luttes. Puis à un moment donné, moi en tout cas, quand j'ai quitté Rebelle, oui, il y avait la fatigue, on avait plus le temps, on était débordés, mais c'était aussi de dire, là, moi, je peux écrire, je veux essayer plus d'être impliquée dans les luttes. Puis que ces analyses-là qu'on écrit, ils peuvent se faire à l'intérieur des mouvements de lutte. Et puis, puis un certain malaise aussi, à un moment donné, avec cette espèce de position de surplomb, par rapport pour les groupes communautaires, sur... on les critiquait beaucoup parce qu'ils étaient dans la logique de service versus, défense de droits, éducation populaire, non. Puis après, les syndicats, parce que c'est trop réformiste dans le partenariat, non. Mais tu sais, cette logique de surplomb, moi, avec l'expérience, à un moment donné, je me disais, c'est facile, quoi. T'sais, c'est facile de mon point de vue, puis tu sais, en moment de... Puis c'est un peu à la va-vite, tu sais, j'ai eu... Après, je suis allée faire... c'était en 2001, c'est ça, j'ai commencé une maîtrise, puis tu sais, j'avais l'envie de creuser plus les analyses, tu sais, puis être moins dans l'opinion, puis plus essayer de... Oui. Construire, c'est ça. Donc, il y avait, moi, ce malaise aussi de cette position de surplomb, je dirais, là, un peu facile, un peu dogmatique. Puis, j'ai travaillé à Québec, plus tard à Gatineau, là, mais à un moment donné à Québec, puis j'étais allée à Paris, puis j'ai vu qu'il y avait un sectarisme à Montréal qu'on ne trouvait pas à Québec, que les gens ne pouvaient pas se permettre, puis une espèce de purisme, de sectarisme, puis qui était encore pire à Paris, chez les ultra-gauchistes. C'était effrayant. Il y avait des chapelles, tu disais un mot, puis personne ne te parlait, tu sais, parce que c'était pas le bon mot. Mais... Fait que, tu sais, moi, j'ai réalisé ça à travers mes expériences aussi. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, me disait, on critique l'avant-garde, mais des fois, on se prend un peu pour l'avant-garde. Oui. Pendant plus de 12 ans, le journal va tenter de couvrir l'ensemble de l'actualité politique du Québec et du monde en adoptant un point de vue critique et radical. Mais ça symbolise aussi Rebelle, parce que dans les journaux de gauche, avant les ML, etc., on parlait jamais de ces horizons sociaux-là. On parlait, oui, de lutte de classe, on parlait de ci, on parlait de ça, du capitalisme, mais on parlait pas de drogue, parce que dans le fond, c'était... Pour les ML dogmatiques, parler de drogue, dans le fond, parler d'homosexualité, c'est comme, non, on parle pas de ça, parce que, on va se faire haïr, mais aussi parce que, dans le fond, on est contre ça. Le fait qu'on ratissait large dans nos écrits et qu'on n'avait pas de ligne de parti, ça a permis que, justement, par rapport à l'économie sociale ou par rapport à Québec sans pauvreté ou n'importe quoi d'autre, qu'il y avait, je vais dire comme ça, une forme de crédibilité parce qu'il n'y avait pas de ligne en arrière, donc il y avait quelque chose de réfléchi. Parce que les lignes... Moi, je me rappelle, il y avait un gars, il y a une couple d'années, qui voulait me vendre un journal, puis j'ai dit non, c'est beau, je l'ai lu il y a 20 ans. Il ne l'avait pas apprécié, là. Ouais. Le collectif Rebelle tente de faire valoir ses idées de changement radical. Il tente également d'accompagner les mouvements sociaux et de leur redonner la parole. Sans prétendre détenir la vérité, le collectif défend des idées socialistes libertaires en puisant aux sources de l'anarchisme et du marxisme, mais également du féminisme, de l'écologisme et de l'indépendantisme québécois. Autant de luttes dont nous discuterons lors du prochain épisode de la balado, La mémoire des vaincus.